7h44, le gouvernement présentait cette semaine son projet de loi contre la manipulation de l'information. Pour en parler, je suis en compagnie de Divina Fromex. Bonjour. Vous êtes Bonjour. professeur des sciences de l'information et de la communication à l'université Sorbonne Nouvelle, membre du groupe d'experts de haut niveau sur les fake news créé par l'Union européenne. Et on retrouve immédiatement le début de l'histoire avec le projet raconté par Emmanuel Macron avec les mots qui suivent. J'ai décidé que nous allions faire évoluer notre dispositif juridique pour protéger la vie démocratique de ces fausses nouvelles. En période électorale, sur les plateformes Internet, les contenus n'auront plus tout à fait les mêmes règles. Propager puissamment une fausse nouvelle sur les réseaux sociaux ne requiert aujourd'hui que quelques dizaines de milliers d'euros et peut se faire dans l'anonymat complet. Les plateformes se verront ainsi imposer des obligations de transparence accrues sur tous les contenus sponsorisés afin de rendre publique l'identité des annonceurs et de ceux qui les contrôlent, mais aussi de limiter les montants consacrés à ces contenus. En cas de propagation d'une fausse nouvelle, il sera possible de saisir le juge à travers une nouvelle action en référé permettant, le cas échéant, de supprimer le contenu mis en cause, de déréférencer le site, de fermer le compte utilisateur concerné, voire de bloquer l'accès au site Internet. L'intention initiale d'Emmanuel Macron, Divina Fromex, il y a tout d'abord une première chose beaucoup plus compliquée qu'elle n'y paraît, définir ce qu'est une fausse nouvelle. Oui, effectivement, nous sommes beaucoup à nous casser les dents dessus, à la vérité. On a bien vu que, même au niveau du projet de loi, la définition a évolué. Moi, je ne prends pas le mot fausse nouvelle, je préfère le mot malinformation, à cause de 3 dimensions du mot mal que j'utilise, la malveillance humaine, la malfaçon industrielle, parce qu'il y a quand même de la malfaçon au fond de la fake news, et les maliciels technologiques, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ici un nœud très complexe. Donc je pense que le président Macron a identifié un vrai problème, mais je pense que la solution choisie n'est pas la bonne. On va d'abord commencer par le problème. Malinformation, dites-vous, avec de la malveillance. Tout d'abord, qu'est-ce que vous entendez par là? Parce que, après tout, il peut y avoir dans le pamphlet, dans un certain nombre de manières de présenter une information, de la malveillance, de la mauvaise foi, sans que cela soit passible d'une condamnation. Oui, et c'est vrai qu'avec la fake news, nous sommes dans une zone grise de risque de l'information. Ça n'est pas un discours de haine qui est très clairement pas légal en Europe. C'est quelque chose de nouveau parce que la dimension de manipulative est augmentée par le numérique. On est dans une espèce de situation piège, comme je l'appelle, entre la désinformation 1.0 qu'on a tous connue et la désinformation 2.0, qui est celle des médias sociaux, plus tout l'appareillage technologique caché et hybride, qui vient transformer le processus en quelque chose de beaucoup plus paniquant. C'est-à-dire, quand vous beaucoup dites plus caché, fluide. qu'est-ce que vous visez quoi? Eh bien parce que on ne sait pas très bien d'où ça vient. Ça peut être anonyme, ça peut être déguisé et faire passer par quelqu'un d'autre pour des humains, alors que ça peut être des robots, et caché donc parce que la source peut venir effectivement au-delà des frontières. On est dans ce que j'appelle un effet transverse. On est à la fois dans du transmédia, dans du transfrontière et du translingue. Ça peut naître dans une langue étrangère et nous arriver en langue française sans qu'on se rende compte qu'on se fait le relais d'un autre message. Et ne pas se rendre compte qu'on est le relais d'autre chose, c'est quelque chose de nouveau, parce que quand on a une intention directement malveillante, c'est clair, ça fait partie du jeu politique, on annonce la couleur d'une certaine manière, et c'est le débat contradictoire qui est vraiment le cœur de la démocratie et la légitimité des médias, de pouvoir justement donner place à ce débat contradictoire. Là, on est dans quelque chose qui n'est pas contradictoire, c'est quelque chose qui est insidieux et qui joue très souvent, on le voit maintenant, sur des mécanismes de peur liquide dans les pays, de nostalgie. Peur liquide. Oui. C'est ce qu'on appelle, c'est pas de moi, c'est de Zygmunt Bauman qui donc essayait d'expliquer les angoisses de la modernité, enfin de la postmodernité, du monde cosmopolite dans lequel on est, où justement on hérite des inquiétudes des uns et des autres, ou des peurs que certains pays veulent faire assumer par d'autres, et donc on est dans cette vision cosmopolitique du monde. C'est un phénomène qui est issu de la globalisation, avec Internet évidemment comme un de ces outils de la globalisation. Et on a
arrive maintenant, on atterrit de notre naïveté par rapport à Internet, où on était dans une espèce de surf ludique et parodique de ce que pouvaient être les échanges humains, à quelque chose de beaucoup plus sombre, de beaucoup plus noir. Et du coup, on a ce que j'appelle, moi, plusieurs continents nouveaux qui se révèlent. Le continent bleu, mais aussi le continent noir. Et Dieu merci aussi des continents alternatifs, les continents orange, comme ils les appellent, où on peut avoir d'autres informations et faire de la contre-vérification. Alors, Divina Fromeg, vous qui êtes professeur des sciences de l'information, on a bien compris que la malveillance était constitutive de la fausse nouvelle, ou de ce que vous appelez la malinformation. Alors, la malveillance, ça n'est pas quelque chose de nouveau. En revanche, ce qui est nouveau, c'est d'avoir affaire à des mécanismes qui sont des mécanismes automatisés ou qui peuvent l'être. Et là aussi, ça mérite quelques explications. Oui, parce qu'il existe maintenant un moyen de créer des faux comptes qui eux-mêmes automatiquement continuent à alimenter et à ressourcer, et à amplifier, et à retweeter et à reposter. Voilà, et donc ce qu'on appelle les fermes de trolls, qui sont aussi des humains derrière qui animent toutes ces différentes chaînes d'information et peuvent donner l'impression que quelque chose qui est très mineur ou qui n'est vraiment pas important est suivi par une très grosse partie de la population. Donc on essaye d'influencer de cette manière un peu artificielle, en faisant passer quelque chose de très petit, de pas très intéressant, pour quelque chose d'important, ce qu'on appelle l'astroturfing dans notre langage. Voilà. C'est-à-dire que on crée une fausse militance. On fait croire que un phénomène a vraiment beaucoup de suivisme, beaucoup de gens qui y croient, alors qu'en fait ça ne l'est pas, et ça peut influencer certaines personnes qui ne se méfient pas. Alors on comprend bien effectivement en quoi c'est malhonnête, puisqu'on fait croire qu'il y a un véritable mouvement d'opinion, alors que ce mouvement d'opinion est constitué de robots. Pourquoi l'interdire ? En quoi le fait de dire que ce quelque chose est artificiel et qu'un mouvement d'opinion artificiel, eh bien, ça ne devrait pas exister, c'est quand même compliqué de justifier intellectuellement, philosophiquement, l'interdiction de quelque chose de ce genre. Oui, c'est pour ça que moi, je ne pense pas qu'il faille y répondre par une loi. J'ai d'ailleurs dit clairement que je pensais que ça allait être inutile parce que ce phénomène allait se reproduire, se déporter ailleurs, et autant savoir où il se passe, parce que comme ça, au moins, on peut mieux le suivre. Je pense que c'est tentant d'interdire parce qu'on se dit, c'est une pratique, on assèche à la source, on l'arrête avant que ça commence, et puis comme ça, c'est plus simple. Mais il faut savoir que derrière ces robots, il y a des humains. Et que donc on est à nouveau dans un phénomène de censure, et je ne pense pas qu'en démocratie ça soit une bonne idée d'aller vers la censure. Alors ceux qui sont favorables à cette loi disent que cela permet en quelque sorte de rééquilibrer, je mets ça entre guillemets, le marché de l'information. Alors pas forcément le marché économique, mais le marché cognitif, c'est-à-dire le marché de la connaissance, et donc il faut le rééquilibrer puisqu'il est faussé par un certain nombre de messages qui sont diffusés par des robots qui peuvent donc être diffusés à l'infini alors que les êtres humains n'ont que des possibilités limitées. Est-ce que ça c'est un bon argument, Divina Fromeg ? C'est un argument tentant. Simplement, ce que la recherche montre, c'est que ce sont les humains en fait qui retweetent et qui repostent beaucoup plus que les robots. Les robots sont assez équilibrés et repostent tout. Donc, eux, ils sont dans cet équilibre-là. C'est plutôt donc les humains qui sont responsables de ce qui se passe. Et donc, la solution, c'est d'éduquer les humains, de les alerter au fait qu'ils se font parfois le jeu de puissances étrangères, qui peuvent eux-mêmes se faire piéger par des nouvelles qui peuvent leur revenir en boomerang. Tous ces risques-là. Et donc, il faut faire attention. Et d'ailleurs, nous, on refuse le mot fake news parce que on pense que ça n'est ni du fake ni de la news et qu'il faut vraiment aller vers quelque chose de nouveau parce que c'est un phénomène nouveau. Donc, il ne faut pas se tromper. C'est un phénomène nouveau. Ça relève de différents désordres de l'information auxquels il faut sensibiliser la population. Mais une loi de censure n'est pas la bonne solution, me semble-t-il, en démocratie. C'est ce qu'attendent tous ceux à l'extérieur qui essayent de nous prouver à nous-mêmes que nous sommes hypocrites et que nous ne tenons pas nos propres engagements. Je l'ai dit en introduction, vous surveillez la question à l'échelle européenne. Justement, que font les autres pays européens, Divina Fromeg ? Eh bien, ils cherchent eux aussi. Ça, c'est rassurant. Ils cherchent tous ? Non, tous ne cherchent pas et certains ont même abandonné. Par exemple, la Suisse qui dit, la recherche ne prouve pas qu'il y ait vraiment un impact délétère de la fake news, donc on ne va pas aller vers une loi. Et je pense que, pour moi, qui suis chercheur, bien sûr, l'important, c'est qu'on ait de la vraie recherche. Or, elle nous manque cruellement. Mais la Suisse n'est pas exactement dans la même situation que la France, c'est-à-dire
un chercheur, Sébastien Dieguez, expliquait par exemple que la configuration politique de la Confédération helvétique était moins intéressante pour ces officines malveillantes, pour tenter de déstabiliser le pays, parce que le pays était justement très modéré et donc plus difficile à déstabiliser. Oui, enfin, il y a une question de taille, évidemment, hein, et la France est très vulnérable pour plein de raisons. Ses positions en Europe, son rôle de leadership. Hein, donc, il est clair que pour certains pays non démocratiques qui veulent déstabiliser l'Europe, les cibles sont différentes. Mais par exemple, la Suède a décidé plutôt de faire des campagnes massives d'information auprès de leur public, hein, atteindre toute la population en 13 langues. Des campagnes qu'ils n'avaient pas fait depuis la fin de la guerre froide, hein, en disant il y a des alertes, il faut faire attention, nous sommes dans un état effectivement de menace hybride. Eux, ils sont proches de la Russie, entre autres, hein, et donc ils ont opté pour vraiment dire clairement qu'il fallait se méfier, qu'il fallait vérifier l'information, qu'elle venait de plusieurs sources, qu'il fallait vraiment faire de la contre-vérification. Donc, une alerte générale de la population qui, moi, me semble la manière pédagogique la plus intéressante. Parce qu'on fait confiance, justement, de manière horizontale à la population. On dit qu'une loi comme celle-ci est une loi qui vient d'en haut. Hein. C'est une loi du monde d'avant, pour moi. Hein. C'est-à-dire de la modernité. On est dans le monde cyber. Le monde cyber, c'est un monde horizontal. C'est un monde où les uns et les autres, on peut s'avertir, on peut s'aider, on peut s'alerter, on peut créer des contre-récits. Et c'est ce que j'aurais voulu qu'on suscite. J'attends d'une loi qu'elle soit plutôt dans l'accompagnement de mesures positives. Évidemment, l'éducation aux médias, parce que je suis une activiste de la chose, mais pas seulement. Hein. Vraiment une éducation plus large. Et puis, carrément, de la cybersécurité. Allons-y. Hein. Je peux parler de ces pays européens qui avaient tenté de formuler une loi, ou pas d'ailleurs, pour tenter de contrer les fake news. Un pays comme la Grande-Bretagne qui, semble-t-il, a vu les conséquences de ces fausses nouvelles avec la campagne sur le Brexit. Ce pays a-t-il réagi? Où en est le débat là-bas? Le débat est encore en cours. Ils ont en fait créé une unité spéciale. Ils sont en train de la finaliser pour réfléchir à ces questions, pour suivre du point de vue de la recherche ce qui se passe. Hein, et ça relève de la défense. Donc eux, ils ont vraiment pris une interprétation dure, hein, si je puis dire, de cette question. Ils ont par ailleurs des mesures soft, qui sont beaucoup d'éducation aux médias et à l'information, qui se passe à un niveau local, donc très très horizontal, très proche de la base. Hein. On n'est pas dans une culture de l'élite contre une culture de la base. Hein. On est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus disséminé et de beaucoup plus finalisé. Le pays qui nous ressemble le plus, c'est plutôt l'Allemagne. Avec une loi qu'ils ont prise donc et qui est rentrée en effectivité début janvier, hein, avec les conséquences que nous craignons tous, hein, c'est-à-dire de la censure de l'extrême droite, de la censure de magazines parodiques, qui évidemment font les beaux jours de tous ceux qui sont contre cette loi, mais de tous les complotistes, mais de tous ceux qui voulaient être confortés dans le fait que nous vivons dans une situation de censure généralisée. Donc c'est très problématique. Et puis alors, phénomène propre à la France, cette loi sur les fausses nouvelles, elle arrive au moment même où il y a également une loi sur le secret des affaires. Cette loi sur le secret des affaires, a priori, elle est très éloignée de la loi sur les fausses nouvelles, mais elle dit notamment qu'il peut y avoir un certain nombre d'informations qui sont préjudiciables à la bonne santé économique des entreprises, que donc il faut les interdire. Or justement, la loi sur les fausses nouvelles, elle demanderait aux plateformes, par exemple à Facebook, de révéler le prix versé par un certain nombre d'annonceurs pour diffuser des fausses nouvelles. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, Divina Fromegz ? Oui, enfin, je pense que du côté de la société civile, dont je fais quand même partie en tant que chercheur, c'est plutôt par rapport aux lanceurs d'alerte que nous sommes inquiets avec cette loi et du coup, par contre-coup, les journalistes qui s'en font le relais. Hein. Donc c'est plutôt dans ce cadre-là que moi je suis inquiète. Sinon, que on révèle les comptes publicitaires, les contenus sponsorisés, moi ça ne me semble pas problématique. Hein. C'est quelque chose qui est déjà fait par ailleurs, donc pourquoi pas continuer à le faire. Là, de ce côté-là, la loi a raison de vouloir... Ça n'est pas inquiétant, créer plus de transparence, notamment en cas d'élection.
C'est pas inquiétant, c'est contradictoire. C'est-à-dire qu'on demande de révéler les sommes. Or, jusqu'à présent, en tout cas, un annonceur ne révélait pas les sommes versées pour telle ou telle campagne de publicité. Je soulignais juste une forme de contradiction qui pouvait être préjudiciable à la loi, parce que si elle est trop contradictoire, elle risque d'être refusée ou d'être déclarée inconstitutionnelle. Oui, c'est plutôt ça qui, à mon avis, risque d'arriver. On risque d'avoir beaucoup de discussions et un coup d'épée dans l'eau avec une déclaration anticonstitutionnelle de la loi, voire passage à l'Union européenne, où là aussi elle pourrait être retoquée.